Très bien, merci. Eh ben, c'est parti. Donc, oui, effectivement, je vais vous parler du premier observatoire qui était au Collège de la Trinité. Alors, historiquement, la raison pour laquelle je me suis intéressé à cet observatoire, j'ai été invité l'année dernière, non, il y a 2 ans, en fait, en 2018, par Souriac, un historien de Lyon 2, qui était chargé de la direction d'un ouvrage qui a été édité à l'occasion des 500 ans du Collège de la Trinité. Le Collège de la Trinité a été fondé en 1519 et est devenu le Grand Collège, Collège de la Trinité, puis le lycée Ampère. Donc, il m'a demandé si j'avais des choses sur l'observatoire du Collège de la Trinité, sachant que j'avais pas mal publié sur l'histoire de l'astronomie à Lyon. Mais en fait, je m'étais arrêté jusqu'ici à l'astronomie jusqu'au XVIIe siècle, jusqu'au XIXe siècle. Cette partie-là m'était assez inconnue. Je savais des choses, mais pas grand-chose. Et ça faisait un moment que je cherchais à l'occasion de creuser, et ça a été l'occasion rêvée. Ça m'a pris 1 an pour récolter les données sur cet observatoire qui finalement était assez peu connu. On avait des bribes, mais pas un schéma global de la raison, de ce qui a été fait, de qui y travaillait, etc. Donc, j'ai rédigé donc un gros chapitre de cet ouvrage, et cette présentation, elle est basée sur ce chapitre en question, dont je vous parlerai à la fin. Alors, le premier observatoire du Collège de la Trinité, donc tous les Lyonnais connaissent cette vue, hein, c'est la chapelle du lycée Ampère, hein, chapelle de la Trinité. Donc c'est la partie basse, la chapelle. Et au-dessus de la chapelle, quand on regarde ce bâtiment, il n'est pas très élégant au point de vue architectural. Il y a cette espèce de grosse verrue au-dessus de la chapelle, et il n'a pas toujours existé sous cette forme. Et on va discuter de quand est-ce qu'est apparue cette excroissance, donc cet observatoire, qui d'ailleurs a changé de taille, a été réduit par rapport à ces grands jours. Euh, donc voilà le bâtiment. Mais avant de parler de la fondation de l'observatoire, qui date du tout début du XVIIIe siècle, je voudrais parler de l'astronomie lyonnaise et de l'astronomie au XVIIe siècle, ce qui a précédé la construction de l'observatoire. Donc l'astronomie au XVIIe siècle, l'unique sujet d'étude de l'astronomie, et d'ailleurs pas seulement au XVIIe siècle, en fait, l'unique objet d'étude de l'astronomie de l'Antiquité jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est la marche des planètes sur le fond des étoiles. Donc les objets célestes sont considérés tous comme des points, que ce soit des planètes ou des étoiles, hein. On appelle d'ailleurs couramment dans les ouvrages du XVIIe siècle, on parle d'étoiles aussi pour les planètes. Donc les objets célestes sont des points, et tout ce qui intéresse l'astronomie, c'est de positionner sur la voûte céleste ces points. Alors on a les étoiles, qui sont des objets fixes. Alors quand on dit fixe, évidemment, ils ne sont pas fixes dans l'absolu dans la journée. Dans la journée, il y a le mouvement diurne, et pendant très longtemps, les systèmes de l'univers, les systèmes du monde, voyaient ces points fixes sur une sphère qui tournait en une journée pour revenir à leur place. C'était le mouvement diurne. On n'imaginait pas du tout la profondeur de la voûte céleste. La voûte céleste, c'était vraiment une voûte, une sphère avec des points fixes. Et les planètes étaient des objets mobiles sur cette sphère des fixes. C'est-à-dire quand on revenait d'un jour à l'autre, on voyait que la position de ces points se déplaçait par rapport à la sphère des fixes. Donc l'objet de l'astronomie, c'était vraiment mesurer ces points, ces positions de planètes, pour arriver à comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, au cours du temps, il y a eu des tas de systèmes qui ont été inventés, hein. Ça, c'est une planche que j'ai récupérée d'un bouquin de toute fin du XVIIe, début XVIIIe. À cette époque, on commençait vraiment à être accepté de façon universelle le système copernicien. Mais là, ça résumait les différents systèmes qui avaient existé. Donc, les systèmes récents, c'était surtout le système de Tycho. Euh, Est-ce que je suis sorti? Ah oui, mince, je suis sorti du partage, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le système de Tycho-Brahe qui permettait d'adopter presque le système copernicien
avec le Soleil au centre, mais en gardant quand même la Terre au centre. Et ce système est quasiment équivalent, c'est-à-dire que la Terre est au centre, toutes les planètes tournent autour du Soleil, sauf que le Soleil lui-même tourne autour de la Terre. C'est un système un peu hybride que Tycho avait inventé parce qu'il ne pouvait pas accepter le fait qu'avec la précision des mesures que lui avait, il avait des précisions de mesure à une minute d'arc presque, qui était ce qui se faisait de mieux à l'époque, il ne pouvait pas accepter qu'ils ne soient pas capables de mesurer la parallaxe des étoiles, donc le mouvement apparent des étoiles dû au déplacement de la Terre, si la Terre se déplaçait vraiment autour du Soleil. Donc il ne l'acceptait pas, donc il avait inventé ce système. Il y avait un autre système concurrent qui valait encore à cette époque, le système de Riccioli, et évidemment le système de Copernic qui commençait à prendre de la vigueur. Là, on va parler du milieu du XVIIe siècle. Tous les grands astronomes, que ce soit Galilée, que ce soit Kepler, Attends, acceptent. ah putain, pourquoi ça marche pas? Ah, je ne sais pas, mais il faut couper son micro. Oui, donc, l'essentiel des astronomes du début du XVIIe siècle, des grands astronomes, sont coperniciens. Les jésuites sont très en retard là-dessus. Alors, je vais vous montrer l'évolution parallèle du collège avec les idées coperniciennes. Donc, 1519, c'est la fondation du collège de la Trinité. Donc, c'est le tout début du collège. Il n'est pas encore aux jésuites. C'est les Lyonnais qui ont construit ce bâtiment pour avoir une école pour leurs élèves, pour leurs enfants. Et c'est le moment où les idées de Copernic commencent à circuler dans l'Europe savante. En fait, on a tous, enfin, ceux qui s'intéressent à l'histoire, on a en tête 1543, qui est la première édition du De Revolutionibus, qui est l'ouvrage de Copernic. Mais en fait, les idées de Copernic commencent à circuler bien avant. En 1518, Copernic a rédigé un texte manuscrit qui circule dans l'Europe savante. Donc les idées commencent à circuler à peu près au moment de la fondation du Collège de la Trinité. En 1565, le collège est confié aux jésuites, et c'est le moment où Tycho Brahe, dont je vous ai parlé juste avant, commence sa carrière d'astronome. Donc Tycho Brahe, il va être à la base des observations qui vont vraiment ancrer le système héliocentrique de Copernic, grâce à Kepler, qui va déterminer, grâce à ses observations, les premières lois de la mécanique céleste, les 3 lois de Kepler. Donc 1565, collège aux jésuites, et parallèlement, Tycho Brahe commence sa carrière d'astronome. En 1605, au collège, il fondait la chaire de mathématiques, on va y revenir dans un moment, et c'est le moment où Kepler entreprend l'analyse des observations de Kepler, et dans quelques années, il va publier donc ces fameuses lois de Kepler. Et en 1640, arrive le premier titulaire de la chaire de mathématiques d'envergure au collège. Alors, ce n'est pas du tout un copernicien, c'est même un grand résistant à la science moderne, mais c'est quelqu'un de très solide et que les coperniciens voient comme un rival de valeur. Et donc, quand Honoré Fabry arrive à la chaire de mathématiques, Galilée est déjà condamné depuis 7 ans à cause de ses idées coperniciennes, et Descartes a publié le discours de la méthode depuis 3 ans. Donc voilà l'évolution du collège par rapport à l'évolution des idées tracées à gros traits. Alors l'astronomie, les instruments de l'astronomie ancienne, hein, comme il s'agit uniquement de mesurer les positions des étoiles sur la voûte céleste et des planètes, c'est des instruments de visée. Donc les premiers instruments de visée, ici vous avez un cadran, ici vous avez une astrolabe. Donc avant l'invention de la lunette, les instruments de visée ont toujours ce qu'on appelle des pinules. Vous voyez ces petits morceaux de métal ici, ont chacun une fente. Et pour faire la visée, on se débrouille, on met son œil et on aligne l'étoile qu'on veut observer avec les 2 fentes. Ici, dans l'astrolabe, vous avez la lidade, c'est donc la partie qui tourne là, ici, a de chaque côté 2 pinules, c'est pour ça qu'on appelle ça une alidade à pinules, et l'observateur met son œil sur une des fentes et pareil, aligne l'étoile avec l'autre fente. Donc évidemment, ce n'est pas de la très haute précision. Et les grands instruments de l'époque, c'est les quarts de cercle. Le quart de cercle, c'est vraiment l'instrument polyvalent de mesure des positions des astres sur la voûte céleste. Alors là, j'ai représenté plusieurs quarts de cercle. Le premier à gauche, ceux qui connaissent l'Observatoire de Lyon le connaissent.
Il est à Saint-Genis-Laval, il est dans nos collections d'instruments anciens, il est classé monument historique, mais c'est un instrument du 18e. Vous voyez que le quart de cercle, il a déjà une lunette ici. Ici, on a un quart de cercle, au centre, on a un quart de cercle mural qui a aussi une lunette. Mais au XVIIe siècle, on n'a pas encore de lunettes. Les lunettes sont adjointes au quart de cercle et aux instruments de visée qu'à la toute fin du XVIIe siècle. Et complètement à droite, ici, vous avez une vue d'un astronome très célèbre de l'époque qui s'appelle Hevelius, qui observe avec un quart de cercle avec des pinules. Donc à cette époque, l'astronomie, c'est l'observation avec des pinules. Mais malgré ça, les astronomes arrivent à faire des mesures extrêmement bonnes. Tycho Brahe a fait une de ses observations uniquement avec des instruments armés de pinules, hein, sans lunettes, et il arrive à une minute d'arc de précision dans ses mesures d'astrométrie. Donc une minute d'arc, si ça ne vous parle pas, dites-vous que c'est un 60e de degré. Un 60e de degré, c'est, vous voyez un degré sur un rapporteur, vous coupez ça en 60, c'est la résolution, c'est la précision qu'a Tycho Brahe et qu'on a typiquement au milieu du XVIIe siècle dans les mesures d'astrométrie. Alors, on va parler maintenant de l'enseignement des sciences chez les jésuites. Alors, je vous ai dit que les jésuites étaient quand même assez hermétiques aux idées nouvelles. Alors, le corpus d'enseignement des collèges jésuites qui va se mettre en place petit à petit au XVIe siècle s'appelle la Ratio Studorium, qui résume, enfin qui détaille plutôt, l'essentiel de ce qui doit être enseigné dans les collèges tenus par les jésuites, qui petit à petit vont s'étendre dans tout le monde catholique. Dans le monde catholique, c'est vraiment les collèges qui vont avoir la quasi-exclusivité de l'éducation des jeunes gens. Alors là, en 1580, à cause de Christophe Clavius, qui est un astronome jésuite de Rome, qui enseigne au Collegio Romano, il va introduire en force les mathématiques qui vont devenir une partie significative de la Ratio Studorium. Les mathématiques à cette époque, c'est au sens large, c'est-à-dire il y a la géométrie, l'arithmétique, l'algèbre, la trigonométrie, mais l'astronomie, la gnomonique. La gnomonique, c'est la théorie des cadrans solaires, et la mécanique. La mécanique, c'est essentiellement la théorie de l'essence du mouvement, la théorie du mouvement, qui à l'époque est très mal dominée encore. Et cette Ratio Studorium, et spécialement son programme de mathématiques, va progressivement gagner les collèges, donc elle va diffuser hors du Collegio Romano tout au long du XVIIe siècle. En 1605, la chaire de mathématiques est créée à Lyon et petit à petit, les disciplines de la Ratio Studorium vont être enseignées dans le collège. Alors on arrive maintenant, en 1638 et 1640 surtout, c'est les deux premiers titulaires de la chaire de mathématiques qui sont vraiment des astronomes. Tous les précédents, quand on regarde leurs noms et leurs œuvres, ce sont essentiellement des mathématiciens, des géomètres, essentiellement des géomètres d'ailleurs. Les premiers qui sont vraiment des astronomes, c'est François de Saint-Rigaud, qui va rester pas mal de temps à Lyon. Alors lui, on sait assez mal ce qu'enseignait François de Saint-Rigaud. Il a laissé un court manuscrit qui est encore visible, qu'on peut consulter aux archives municipales, mais qui est extrêmement difficile à déchiffrer. J'en connais aucune transcription. J'ai essayé de m'y coller, mais c'est illisible. En plus, c'est en latin. Et François de Saint-Rigaud est essentiellement un spécialiste de la gnomonique. Par contre, Honoré Fabri, qui arrive en 1740, lui était vraiment un astronome, un mathématicien, mais c'est un farouche opposant à l'héliocentrisme. Au collège, à cette époque-là, pas d'héliocentrisme, pas de Galilée, pas de Kepler, tout ça, c'est des gens pas fréquentables. Alors, il a de nombreuses publications. En fait, il publie rarement lui-même. Ce qui est publié, ce sont ses cours sont publiés par ses élèves. Alors, là, je vous montre un extrait du cours de Saint-Rigaud dont je vous ai parlé juste avant. Hein. S'il y a des candidats pour venir transcrire ça, je suis preneur. Ah, pardon, on me dit qu'il faut que les gens qui ont leur micro allumé coupent leur micro. Et notamment Chantal D, s'il vous plaît. Voilà, donc je continue. Donc ça, c'est le cours de Jean de Saint-Rigaud. Je vous dis en latin et en patte de mouche, personne ne l'a jamais décrypté, donc ça serait très intéressant de savoir ce qu'il y a dedans. On ne sait pas. Alors, Honoré Fabri, par contre, donc, on a
ce qu'on appelle les thèses, qu'ils appellent les thèses de l'Universa Mathematica, qui sont des condensés très succincts du cours, les Philosophia per Propositiones Digesta, qui sont des résumés un peu plus conséquents, et le cours proprement dit de Fabry, qui est résumé en 3 gros volumes. C'est le cours qu'il faisait à Lyon et qui est, comme je vous dis, complètement anticopernicien, mais qui est très robuste au point de vue mathématique quand même. Hein. Les arguments qui sont donnés sur sa mécanique, qui est fausse, hein, mais qui sont vraiment solides, difficiles à discuter. C'est quelqu'un de trapu, hein, au point de vue scientifique de l'époque, mais ce n'est pas du tout quelqu'un dans le mouvement de la physique moderne. Alors, les jésuites vont progressivement se convertir, et là j'ai extrait d'une correspondance de Jean Berthet à Claire Sellier, qui était l'éditeur de Descartes, qui lui écrit « Je fis rire autrefois M. Gassendi qui est un des grands penseurs de la physique moderne, quand je lui dis qu'il ne verrait pas ce que j'allais prophétiser, mais que j'étais assez jeune pour voir en peu de temps que les jésuites même seraient contraints d'enseigner sa physique ou que l'on fuira leur cours. Il y a environ 11 ans de cela et j'avais 25 ans. Je vous dirais pourtant que la chose n'est pas si prête que je le croyais en ce temps-là. Ces bonnes gens qui sont maris de voir ceux qui viennent avant les Lumières, qu'ils n'ont pas eu en leur temps, se persuadent que c'en est fait de l'immortalité de l'âme s'ils ont dit adieu à leur forme et que tous nos mystères sont renversés. » C'est-à-dire qu'il décrit ici la résistance des jésuites qui sont braqués complètement contre cette science nouvelle et qui ont peur que ce soit une menace pour le dogme religieux. Et là, on est en 1659. Donc en 1659, les jésuites sont encore carrément braqués. Mais pas tous, parce que Jean Berthet est lui-même jésuite. Les jeunes jésuites vont avoir une influence pour ouvrir les collèges jésuites à la science nouvelle. Alors on voit un premier essor de l'astronomie lyonnaise entre 1646 et 1673, avec donc Saint-Rigaud, dont on connaît assez peu les travaux, mais surtout les jeunes, qui sont Berthet, Millet de Chasles, qui eux deux sont des jésuites, puis Regnault et Mouton, j'ai mis Mouton en souligné parce qu'il est vraiment très important, qui sont 2 savants lyonnais qu'on connaît assez peu, sur lesquels je suis en train de travailler. Un jour, je vous ferai une conférence sur Regnault et Mouton. Je suis en train de faire un gros papier pour la revue de la Société d'Histoire de Lyon sur ces 2 savants, qui montrent qu'ils étaient vraiment, eux, très, très en pointe dans la science de leur temps. Donc ces 4 ennemis-là, parce que Saint-Rigaud, je vous dis, on ne sait pas trop, ont donné un essor à l'astronomie lyonnaise avant l'observatoire. C'était un petit groupe qui a vraiment travaillé et produit des choses très intéressantes. Alors le bouquin de Mouton, hein, c'est le grand astronome lyonnais du XVIIe siècle. Il est essentiellement connu pour à gauche, vous avez la couverture de son ouvrage, qui est un titre à rallonge. Il y a plein de choses très intéressantes dedans. Mon papier en traite, vous le lirez à l'occasion. Mais surtout, ce pourquoi il est connu, c'est qu'il est le premier à avoir proposé une mesure universelle basée sur la dimension de la Terre et subdivisée en sous-unités décimales. Exactement le système métrique. Au chiffre près, parce que lui, il prenait le 60 millionième du méridien au lieu du 40 millionième, mais c'est exactement la proposition du système métrique, très en avance sur son temps. Donc voilà, c'est quelqu'un, un penseur, qui en plus est un excellent observateur. Et donc ces gens-là travaillent et produisent de la science qui est connue très hors les frontières de Lyon et très hors les frontières de France. Alors je vous ai mis une petite chronologie là, que j'ai sorti de mon nouveau papier pour vous montrer grosso modo où est-ce que ça se passe tout ça. Donc vous avez à gauche complètement Copernic. J'ai mis Rhéticus, qui est le disciple de Copernic qui a vraiment propagé ses idées. Puis Kepler, Galilée, Descartes, Gassendi, Fermat, et en vert, vous avez les Lyonnais dont je vous parle là. Donc vous voyez, ils sont vraiment au cœur du XVIIe siècle. Puis après, on arrivera après aux générations des Leibniz, Newton. Bon, ça c'est pour vous donner un aperçu rapide pour comment situer ces astronomes. Ils sont vraiment, ces scientifiques sont vraiment dans le milieu du XVIIe siècle. Alors, avant de vous parler de ça, de l'observatoire, je vais arriver à la fin de ce petit groupe. Ce petit groupe tient vraiment sur 4 personnes. Il se trouve que Millet de Chasles et Berthet sont professeurs dans les collèges jésuites et ils sont très mobiles. Ils vont rester 15 ans, c'est déjà très long, et ils vont quitter Lyon. Et à partir de leur départ,
on ne voit plus aucun travaux, ni de moutons, ni de régneaux. Donc vraiment, je pense qu'il s'est cassé quelque chose à ce moment-là. Ce petit groupe c'était vraiment un petit noyau, pas suffisamment important pour faire une activité scientifique de pointe pérenne. Et on verra ça, en fait, quand on étudie l'histoire de l'astronomie, spécialement à Lyon, on voit vraiment des creux et des bosses, parce qu'on a mis très longtemps avant d'avoir des groupes suffisamment conséquents pour assurer une pérennité de la science. Bien, passons maintenant à la construction de l'observatoire. Alors, d'abord, donc on a vu le contexte lyonnais au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, il y a aussi le contexte de l'astronomie nationale. C'est le moment, en fait, de la structuration de l'astronomie nationale. En 1666, on a la fondation de l'Académie des sciences, sous l'égide de Colbert, qui veut grouper à Paris, autour de lui, les grands savants, pas seulement français, mais européens aussi. On constate d'ailleurs que, quand on regarde la composition de la première Académie des sciences, il n'y a presque pas de Parisiens dedans. C'est presque tous des gens qui viennent de l'extérieur ou de France, essentiellement de France, et quelques-uns d'Europe. Quelques années après, un an même après, pardon, on a la fondation de l'Observatoire de Paris, qui est vue comme une extension de l'Académie des sciences. C'est vraiment une fondation qui est concomitante, mais à dessein. Et Colbert assigne aux astronomes parisiens la mission de la rectification de la carte de France, dont on sait qu'elle commence à être très obsolète. Alors, vous connaissez peut-être cette figure. C'est en très léger, c'est les contours des côtes françaises connus avant les premiers travaux des académiciens et des astronomes de l'Observatoire. Et en très épais, ce sont les nouvelles mesures, les nouveaux contours donnés par les nouvelles mesures. Donc, franchement, il y avait vraiment un travail à faire, effectivement. Et vous voyez ici, vous avez la latitude de Lyon, qui elle aussi était complètement à la ramasse. Il n'y avait pas de mesure précise. Et la mesure des coordonnées de Lyon va être un driver essentiel pour la fondation de l'Observatoire. Et d'ailleurs pour l'astronomie lyonnaise. Dans les mesures des coordonnées de Lyon, le tout premier à avoir produit des mesures précises, c'est Mouton, qui a mesuré la latitude par plein de méthodes. C'est un des gros morceaux de son traité. Alors ça peut sembler prosaïque, hein, de se dire quand même, mesurer la latitude, c'est un peu short. Mais à l'époque, c'était vraiment fondamental pour la géographie et pour les astronomes lyonnais. Pour localiser correctement leur observatoire, il y a évidemment besoin d'une mesure précise de la latitude, qui n'était pas facile à l'époque. Je rappelle qu'on n'avait pas des instruments de très haute précision. Donc 58-63, on a Mouton qui fait les mesures, il les publie en 70. En 74 et en 82, Picard et Delaïre, qui sont deux des astronomes de l'Observatoire de Paris, qui ont pour mission d'aller faire ces mesures, reviennent à Lyon, ils refont les mesures. Picard est ravi de retrouver les mêmes valeurs que Mouton, Delaïre trouve à peu près la même chose, mais ces mesures ont besoin d'être refaites et refaites et refaites à mesure que la précision augmente. Et en fait, on verra dans les premiers travaux de l'Observatoire de Lyon de Saint-Genis-Laval à la fin du 19e siècle, encore des mesures de latitude, qui mèneront d'ailleurs à des résultats très, très importants. Mais cette mesure de la latitude, c'est vraiment un sujet fondamental de l'astronomie, de position. Donc, en 84, on a encore un Lyonnais, Host, qui est un jésuite, qui observe avec Cassini, mais cette fois pour la longitude. Alors, les campagnes de mesure de longitude, ça consistait à regarder les satellites de Jupiter et de voir la situation des satellites de Jupiter à un moment donné, une occultation par exemple d'un satellite, mesurée à Lyon et mesurée à Paris. Donc, Host était à Lyon, Cassini était à Paris. Et la différence de temps vous donnait la différence de longitude. Alors, ce n'est pas très précis, ça encore, il y a besoin de faire beaucoup de mesures. En 1691, Cussey, qui est un astronome et un mathématicien lyonnais, qui est parti à Paris et qui travaille avec Cassini, fait avec Saint-Bonnet, dont le nom est important, parce que ça va être lui le fondateur de l'Observatoire de Lyon, font encore des campagnes de longitude. Cassini 1 et Cassini 2 descendent à Lyon pour refaire des mesures de latitude. Cussey meurt, et c'est Saint-Bonnet qui le remplace. C'est-à-dire que le collaborateur de Cassini dans la détermination dans la campagne de détermination des longitudes, ça va être à partir de 1700, Saint-Bonnet.
c'est important parce que Saint-Bonnet, il va être inspiré par Cassini. Alors ici, c'est le deuxième Cassini. J'ai noté Cassini 1 et 2. C'est le père et le fils, parce qu'après, il y a 3, il y a 4. C'est une dynastie des Cassini. Donc Saint-Bonnet est en collaboration étroite avec Cassini pour les mesures de la longitude de la ville. Alors, Jean de Saint-Bonnet, qui c'est un Lyonnais. Il est né à Lyon en 1652. C'est un élève du collège où il côtoie probablement d'autres éminents scientifiques de l'époque. Donc Edmond Cusset, qui deviendra académicien, Philippe Guillemot, qui est un peu moins brillant, mais qui est un astronome important, qui deviendra curé de la Guillotière et qui toute sa vie fera de l'astronomie et publiera les almanachs astronomiques de Lyon, et Paul Host, qui est aussi un jésuite, qui quittera Lyon pour un autre observatoire, où il fera une carrière importante d'astronome. Alors, il devient titulaire de la chaire de mathématiques, Saint-Bonnet, donc, en 1681. Et on a un résumé de son cours qui a été publié comme pour Fabry. C'est les élèves qui publient, quand ils publient leur thèse, entre guillemets, en fait, c'est un résumé du cours. Et on a un résumé par Jean-Baptiste Thiolly et Pierre Taillandier, qui sont les élèves de Jean de Saint-Bonnet. Et on voit qu'à cette époque-là, 1693, donc fin du XVIIe siècle, que le collège a rattrapé son retard sur l'astronomie. Non seulement l'héliocentrisme est accepté et enseigné, mais on a aussi la pluralité des mondes qui commence à être évoquée. Là, par exemple, on a une planche de cette publication avec cette légende. On voit un grand nombre d'étoiles qui sont comme autant de soleils dans divers éloignements et qui peut-être ont chacune autant de planètes qui roulent autour d'elles qu'en a le soleil que nous voyons. Il ne faut pas oublier qu'un peu moins d'un siècle avant, Giordano Bruno avait été brûlé pour avoir émis des hypothèses de ce genre. Donc la pluralité des mondes, c'était quelque chose contre non seulement l'héliocentrisme était combattu, mais le fait que toutes les étoiles soient elles-mêmes des soleils à des très grandes distances, c'était combattu par les jésuites dans la première moitié du XVIIe siècle et quelques décennies encore après. On voit que 1793, ça y est, c'est rentré. Jean de Saint-Bonnet, qui est jésuite, enseigne cette science moderne. Alors voilà le compte-rendu du consulat de je ne sais plus quelle année, 1700, je ne sais plus quel mois. Alors le consulat à Lyon, à l'époque, c'est l'équivalent du conseil municipal, et c'est la comparution de Saint-Bonnet qui vient demander une subvention pour construire l'observatoire au Collège de la Trinité. Alors voilà un extrait, mais de quelque agrément et de quelque utilité que soit ce projet, les suppliants avouent qu'ils n'auraient osé le proposer s'ils n'avaient été pressés de l'exécuter par le Conseil et par l'approbation de M. Cassini, qui convainc à son dernier passage à Lyon que l'heureuse situation de l'endroit où l'on propose de construire cet observatoire faciliterait bien plus les observations et fournirait plus de commodités que l'Observatoire de Paris. Donc, je pense que c'est une flatterie de Cassini, mais en fait, à cette époque, on commençait à comprendre que l'observatoire de Cassini, l'observatoire de Paris, donc construit par Perrault, n'était pas une architecture exceptionnelle. Il vibrait beaucoup, il bougeait, c'était pas une bonne conception d'observatoire. Mais bref, celui de Lyon ne sera pas beaucoup plus fabuleux, mais effectivement, c'est Cassini qui a poussé Saint-Bonnet à construire un observatoire dédié pour ne plus faire les observations dans la cour ou dans un coin isolé à droite à gauche. C'était vraiment un établissement pour mener des études sérieuses d'astronomie. Alors, le montage financier, c'est 2000 livres qui vont être alloués par le consulat. Saint-Bonnet lui-même amène 2000 livres, c'est énorme à l'époque. On a un certain monsieur Brujas qui dit prosélyte, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais qui apporte 275 livres, et il emprunte 10 000 livres à diverses personnes, le curé de la Guillotière qui est Villemot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui connaît sans doute depuis très longtemps, et des dames, une veuve de Fleury-Julien, mademoiselle Libéret, jardinière Bachelu, mademoiselle Charlois, donc toutes ces dames prêtent de l'argent pour construire l'observatoire. Alors, comme à Paris, l'académie et l'observatoire vont être concomitants. En 1700 est créée par Claude Brossette l'Académie des sciences et belles-lettres, et en 1702, l'observatoire commence à être construit. Et 2 astronomes sur 8 membres de l'académie
sont deux astronomes de l'observatoire, donc, non, je dis une bêtise, deux astronomes sont nommés à la première académie, c'est Saint-Bonnet, et Villemot, qui lui n'est pas de l'académie et qui n'est pas jésuite non plus, qui est, comme je vous disais tout à l'heure, curé de la Guillotière, mais qui est astronome aussi. Donc l'astronomie est très bien servie dans la première académie. Alors la construction de l'observatoire, elle va se faire sur la chapelle de la Trinité, comme je vous ai montré au tout début. Alors on n'a pratiquement pas de vue de la chapelle de l'époque, on n'en a même pas de fidèles. On a les plans de Martelange, qui est le grand architecte des jésuites, qui a fait ça c'est le plan de la chapelle en coupe, vue du nord, et elle a été construite au départ avec ces petites tours, et c'est ces tours-là qui vont être rasées pour construire au-dessus l'observatoire. Alors là, une des rares vues qu'on a, c'est la grande vue de Simon Maupin, le plan en relief. Vous voyez la chapelle de la Trinité représentée ici, mais complètement hors de proportion. Ici, elle est beaucoup plus haute que ce qu'elle est vraiment. Mais bon, on voit ici la chapelle telle qu'elle était avant l'observatoire, avec ces deux tours ici qui flanquent la nef de la chapelle. Alors, les quelques sources qu'on a sur le nouveau bâtiment qui va être construit au-dessus de la chapelle sont les comptes et mémoires des dépenses qui sont conservés aux archives départementales et l'iconographie du 19e siècle, parce que l'observatoire va conserver sa forme extérieure jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc on a des vues, on a par exemple cette vue-là ou celle-ci qui sont grosso modo les mêmes, mais pas exactement, c'est deux graveurs différents, où on voit qu'au-dessus de la chapelle a été érigée cette espèce de grosse masse, pas très élégante, mais pratique pour l'astronomie. On a une vue de l'autre côté, ça c'est une vue de la rive gauche de la Saône, du Rhône, pardon, côté passerelle du collège, où on voit que l'observatoire qui dépasse au-dessus. Si maintenant vous allez au même endroit, vous verrez que l'observatoire ne dépasse plus du tout. Il a été coupé, on en reparlera tout à l'heure. Alors là, on a une vue de Fourvière, où vous voyez l'observatoire, et là où je mets la flèche, ici, on voit clairement l'observatoire. Je suis retourné faire une photo exactement au même endroit. Voilà l'observatoire qui est plus bas. J'ai fait un petit gif animé, voilà, qui vous montre le trait ici, là, le trait en pointillé, c'est la hauteur actuelle du bâtiment qu'on compare avec le bâtiment tel qu'il était avant. Alors vous voyez que c'est un peu compliqué. Le clocher qui apparaît ici sur la vue récente, c'est le clocher de Saint-Nizier, le deuxième clocher de Saint-Nizier qui n'existait pas à l'époque de cette vue. Bref, on voit donc que le bâtiment a été réduit au cours du 19e siècle. Bien, alors, passons à l'intérieur de l'observatoire. Voilà la disposition des salles. Donc, on arrive à l'observatoire par cet escalier, dans la tour nord. Cette salle-là possède une grande fenêtre, mais elle n'est pas très commode pour les observations. Hein. C'est grosso modo un hall d'entrée. La porte d'entrée principale est ici. Je vous la montrerai tout à l'heure en photo. On a la grande salle avec 1, 2, 3, 4 grandes baies qui ont accès aux 4 points cardinaux. Et on a la tour sud. L'accès aux étages se fait par des petits escaliers en tourelle ici, qui sont de part et d'autre de la grande salle. Alors, j'ai bénéficié de l'aide de Fabrice Potier, que grâce lui soit rendue. Alors, Fabrice Potier, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est celui qui est à l'origine du projet magnifique qui s'appelle Lyon en 1700. Je vous conseille d'aller, si vous ne le connaissez pas, de taper Lyon en 1700 sur votre butineur web et vous verrez les magnifiques vues qu'il fait. Il reconstitue toute la presqu'île comme elle était en l'année 1700. Donc, il utilise tous les plans dont il dispose. Donc, il avait construit la chapelle de la Trinité à partir des plans de Martelange, conformément à ce qu'ils étaient en 1700. Donc, je l'ai contacté, je lui ai dit que moi, ça m'intéressait d'avoir une vue aussi et de voir comment il faisait, quel outil il utilisait, etc. Et gentil comme il m'a proposé de le faire pour moi, du moment que je lui produisais les plans, les cotes, etc. Ce qu'on a fait.
et il m'a produit le bâtiment tel qu'il a été construit après par Saint-Bonnet, en fait. Donc voilà la vue qu'on voit depuis la rue, hein, celle que vous connaissez. Là, on a des vues d'en haut, vues en contre-plongée et en plongée. Donc vous voyez les deux escaliers en tourelle qui permettent d'accéder au toit. Vous avez les grandes baies. Donc ici, une grande baie. Alors ici, vous avez sur la grande baie sud, vous avez un carreau ici qui a été condamné. Alors ça, c'est moi qui dis qu'il a été condamné. Peut-être que les deux l'ont été. Celui-ci, c'est sûr et certain qu'il l'était. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, on voit là la tourelle et ces petites fenêtres qui permettaient d'éclairer l'escalier au fur et à mesure qu'on grimpait. Alors voilà l'entrée du bâtiment avec une inscription latine, Attigit Etiam Commercia Coeli Lugdunum, ce qui veut dire ici même Lyon entre en relation avec le ciel. C'est l'entrée de la grande salle de l'observatoire. Alors malheureusement, l'essor de l'observatoire est brisé presque immédiatement par la mort de Saint-Bonnet. Le 29 avril 1702, Saint-Bonnet contrôle les travaux et tombe dans l'échafaudage. Ceux qui ont un téléphone pourraient me couper leur micro, s'il vous plaît. Non, j'entends de la musique, là, ce serait bien de couper un micro. Monsieur Martial, est-ce que vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, on arrive, donc Saint-Bonnet en 1702 meurt, et malheureusement, on se heurte encore au même problème, c'est le très petit effectif de scientifiques à Lyon, qui pourtant, c'est à l'époque la deuxième ville du royaume. Hein. Personne n'est prêt à succéder à Saint-Bonnet. Alors c'est Taillandier qui le remplace, son élève dont je vous ai montré la thèse tout à l'heure. Il le remplace quelque temps, mais il quitte le collège en 1707. Et malheureusement, tous les titulaires qui vont suivre pendant quelques décennies de la chaire de mathématiques, donc que ce soit Claude Rabuel ou Jacques Fulcheron, ne sont astronomes ni l'un ni l'autre. Ils sont mathématiciens, mais pas astronomes. Et on voit qu'entre 1703 et 1736, il y a une publication d'astronomie faite à partir des observations de l'observatoire. Alors qu'à Marseille, où l'observatoire a été fondé en 1702, presque au même moment, entre 1702 et 1718, on en a 60. Donc, et ce n'est pas que la météo qui explique, c'est vraiment qu'il y a pris les forces. Il y a une petite parenthèse. En 1734, Duclos, Jean-Antoine Duclos, qui est un Lyonnais, qui auparavant était à Aix, au collège jésuite là-bas, est nommé à la chaire de mathématiques. Et lui est un astronome. Donc il va recommencer à faire les mesures de la latitude. Il fait quelques observations, mais qui sont vraiment basiques. Moi, j'ai trouvé les publications scientifiques. Une des publications qui est publiée dans le journal de Trévoux, qui est le journal scientifique des Jésuites. Il y a une des publications, c'est le passage de Mercure, dont une illustration est donnée ici. Il produit la figure de la corde qui correspond au passage de Mercure, quelques tâches et point barre. C'est vraiment pas une publication de très haut niveau. Alors, il est nommé à l'Académie des sciences lyonnaises. On trouve dans les archives de l'Académie un manuscrit qui s'appelle Idée générale des corps célestes, qui est extrêmement en retard sur son temps. C'est-à-dire que là, on est en 1734 jusqu'à 1740. Il est encore cartésien. C'est-à-dire qu'il considère encore que les planètes sont emportées par des tourbillons, alors qu'à cette époque, ça fait beau temps que les scientifiques dans le MOVE ont abandonné ça. Newton est déjà passé par là. Il n'est pas du tout à la page. Celui qui va vraiment réveiller l'activité astronomique et l'activité scientifique de très haut niveau à l'observatoire, c'est Béraud. Donc Laurent Béraud est aussi né à Lyon, mais elle a été envoyée au pensionnat du collège d'Aix en Provence très tôt. Donc elle n'a jamais étudié au collège de la Trinité. Il fait son noviciat à Avignon en 1717. Et il va enseigner les mathématiques à Aix, Vienne et Avignon. En 1740, il est appelé à Lyon pour remplacer Duclos, qui lui-même est appelé à d'autres fonctions. Et il va être très vite nommé à l'Académie des sciences belles-lettres, des belles-lettres et sciences de Lyon. Et il deviendra, pour la première fois, directeur de l'Observatoire. Jusqu'ici, ce titre n'avait jamais été attribué. Il est expressément nommé directeur de l'Observatoire. Et alors, avec lui, ça va être une autre chanson.
ces premières publications sont vraiment des publications de très haut vol. En 1743, sa première publication, c'est encore un passage de mercure, mais alors ça n'a rien à voir avec la publication de Duclos. On a là tout le contexte. Pourquoi est-ce qu'on observe le passage de mercure, les éléments d'orbite de mercure, l'instrumentation qui est faite, l'analyse des résultats, comment ils s'accordent ou ils sont en désaccord avec ce qui se fait en son temps. Quand on lit la publication de Béraud de cette époque-là, c'est vraiment construit sur le modèle d'une publication qu'on ferait aujourd'hui. Donc vraiment de l'astronomie de très haut niveau. En plus, il décrit une instrumentation très moderne. Il présente une grande lunette de 18 pieds, une lunette de 8 pieds, un quart de cercle de 3 pieds de rayon, une machine parallactique. Alors la machine parallactique, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui une monture équatoriale. Avec une lunette de 8 pieds, munie de micromètre à fil, qui est un accessoire très important pour mesurer précisément les positions astrométriques, les écarts entre étoiles, les écarts entre une étoile et une planète, les diamètres apparents, etc. Donc il a vraiment une instrumentation moderne qui, semble-t-il, a été commandée par lui. C'est lui qui a doté l'observatoire de cette instrumentation. Alors là, j'ai mis juste une figure qui montre des taches solaires parce que je l'ai trouvé sympa, cette figure dans les archives de l'Académie. Et je l'ai trouvé sympa d'autant plus qu'elle c'est l'éclipse du 25 juillet 1748 qui, semble-t-il, a été observée par Béraud avec ses élèves. Et parmi ses élèves, il y avait Lalande. Donc, Lalande, c'est un des très grands astronomes du XVIIIe siècle. On peut même dire que c'était le pape de l'astronomie française de la fin du XVIIIe siècle, qui a été formé au tout début par Lalande, qui dit que c'est en observant une éclipse en 1748 que le goût de l'astronomie lui est venu. Donc ça, c'est une image qui a été prise au moment où Lalande commençait à se passionner pour l'astronomie et à l'endroit où il était. Alors, on va parler des quelques instruments d'observatoire dont on dispose ou qu'on peut reconstruire, parce qu'en fait, des instruments proprement dits de l'observatoire, on n'en a plus. Tout a été perdu. Si ce n'est la méridienne, qu'on peut considérer comme un instrument, dont on possède des vestiges. Mais il n'y a pas que la méridienne. On peut aussi reconstruire la grande lunette de 18 pieds, celle qui est mentionnée là, la grande lunette de 18 pieds. On en a une description extrêmement précise qui permet de la reconstruire. Alors, dans cet observatoire, la fenêtre qui va être la plus importante, c'est la fenêtre sud. C'est pour ça que je fais un gros zoom sur la fenêtre sud, parce que, évidemment, comme l'astronomie de l'époque, c'est essentiellement observer les planètes et le Soleil et la Lune, c'est tout ça, ça se passe au sud. Ça se passe sur l'écliptique, donc ça se passe au sud. Donc les grands instruments seront installés, spécialement la grande lunette va être installée sur ce balcon. De plus, comme la méridienne est aussi part de cette fenêtre, ici, c'est pour ça que j'ai obturé ces carreaux, parce qu'il y avait là-haut troué un petit trou qu'on appelle gnomon, par lequel la lumière du soleil passe et qui fait une image au sol du soleil et qui va être utilisée pour la méridienne. On va voir à quoi sert la méridienne et ce qu'il en reste. Alors la méridienne, voilà ce qu'il en reste, c'est-à-dire pas grand-chose. On a, en tout et pour tout, il reste ça. Donc la méridienne, c'est une ligne qui, comme son nom l'indique, est exactement alignée le long du méridien, donc exactement nord-sud. Alors si on fait des gros plans, on voit qu'il y a des signes du zodiaque qui restent. Donc ici, on a la Vierge et le Taureau. Ici, on a les Gémeaux et le Lion. Ça correspond en fait au passage du Soleil. Quand le Soleil, l'image du Soleil arrive à ce niveau-là, c'est qu'on rentre dans la constellation considérée. Ce n'est pas pour faire de l'astrologie, hein, c'est vraiment des repères astronomiques. Alors là, il se trouve que cette méridienne, j'ai eu l'occasion de remesurer son orientation avec l'aide de personnel du patrimoine de la région Rhône-Alpes qui ont des instruments extrêmement précis, notamment des théodolites. Alors j'ai goupillé une méthode géodésique à partir de repères IGN qu'on voit depuis la salle, etc. Et on mesure qu'en fait, elle est désorientée.
mais on s'y attendait parce que le bâtiment a subi de multiples dommages. Donc on ne s'attendait pas, mais elle est quasiment au nord-sud. Et surtout, la position des signes zodiacaux est conforme à ce qu'elle doit être, connaissant la hauteur du trou, du gnomon, qui est donné dans les archives. Donc, tous ces éléments-là sont bien à leur place d'origine. Alors voilà une vue de la méridienne telle qu'elle devait exister à l'époque de Béraud, c'est Béraud qui l'a tracée. Alors on a dans des témoins qui sont venus à l'observatoire, notamment le dernier de la dynastie des mathématiciens, Bernoulli, qui est passé à l'observatoire et qui nous dit que la méridienne s'étend jusqu'au mur nord. Donc, elle allait évidemment du mur sud où était le gnomon et elle s'étendait jusqu'au mur nord. Donc voilà quelle était sa répartition dans la dalle du collège. Alors maintenant, cette salle, la grande salle, c'est la salle de dessin. Il n'y a plus du tout de méridienne. Ici, c'est un plancher, c'est un carrelage en tomate, tout a disparu, sauf les quelques éléments ici, celle où on a le Gémeaux et Lion et Vierge et Taureau. Ces éléments sont les vestiges qui restent. Alors, à quoi servait la méridienne? Elle servait à deux choses, déterminer l'entrée le début des équinoxes et des solstices. Alors pour ça, on regardait où passait le soleil, à quelle hauteur était le soleil à midi. Donc voilà, je vais vous montrer. On anime tous les mois la position du soleil. Hop, hop. Vous voyez que chaque mois, voilà, l'image du soleil se déplace à midi à des hauteurs différentes. Donc, quand on est là, on est aux équinoxes. Hop, hop. Là, on est au solstice d'hiver. Je reviens en arrière. Équinoxe, solstice d'été. Et puis ça recommence tous les ans. Donc ça, c'était les mesures du début des solstices, entrée des solstices et des équinoxes. Ça se faisait, ça se faisait au cours de l'année. Maintenant, la méridienne, elle servait aussi à mesurer le temps. Parce que le temps, dans un observatoire, c'est absolument fondamental. On a besoin d'avoir une horloge qui est bien réglée. Et pour la régler, on la réglait à l'époque sur l'heure solaire. Donc là, ça, c'est le mouvement diurne au printemps du soleil. Donc pendant la journée, on regarde comment passe le soleil et on regarde à quelle heure à notre horloge passe exactement le soleil au méridien. Et ça permet de mesurer l'avance ou le retard de l'horloge qu'on va utiliser dans la nuit suivante. Donc c'est un instrument de mesure du temps. Donc voilà pour la méridienne, dont il reste, comme je vous dis, juste un petit vestige, mais voilà comment elle était à l'époque et comment elle était orientée. Alors, maintenant, je vais vous parler de la grande lunette de 18 pieds. Il se trouve que Louis Borde, qui était un académicien lyonnais, a construit la monture pour les grandes lunettes de Béraud. On trouve dans les archives de l'Académie des textes de Béraud où il explique qu'il utilise la monture conçue par Borde, qu'il considère comme excellente. C'est la meilleure qu'il ait à sa portée. Et on a ce texte aussi, qui est un texte de Borde, qui s'appelle « Manière d'employer les longues lunettes avec toute la commodité possible pour les observations des astres », dans lequel il décrit par les détails la monture en question, qui m'a permis de faire une reconstitution 3D de la lunette, que voilà. Donc là, on est sur le balcon sud de l'observatoire, et on voit donc un mât, ici. Sur le mât est installé, là où il y a mon curseur, mon pointeur, vous voyez ici, cette planche, c'est le siège. L'astronome est assis sur ce siège, et il fait tourner autour de l'axe principal, il fait tourner avec ses pieds, juste en appuyant d'un côté ou de l'autre. Il est aux commandes de sa lunette pour l'axe vertical. Et pour la hauteur de la lunette, il a une manivelle qui lui permet de faire l'observation. Alors j'ai fait une petite animation, j'espère qu'elle va passer par Zoom. Je la lance. Voilà. Donc voilà notre astronome. Alors je ne le fais pas monter, hein. Voilà. Donc s'il est dessus, c'est lui qui fait tourner avec ses pieds. Il tourne. Et donc,
ça lui permet de scruter tous les azimuts. Voilà, je vais faire revenir la lunette au méridien. Voilà, la lunette au méridien. Et si on fait un zoom, on se rend compte que là, au niveau de la poulie, il y a une vis de serrage. Alors, je l'ai stylisé, hein, c'est sûrement un peu plus sophistiqué que ça, qui permet de décoincer, de débloquer cette poulie. Et avec la manivelle, voilà, vous avez le mouvement qui est transmis à la poulie du haut, qui elle-même transmet à la deuxième poulie le mouvement qui permet au câble de monter ou de descendre la lunette. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc voilà, alors vous voyez ici les pièces en bois, une pièce en bois ici qui est faite pour consolider la lunette, hein, qui est tout en fer blanc, hein, donc très flexible. Donc il y a une barrette de bois de renfort, et tout ça est décrit très en détail dans le manuscrit. Donc voilà, c'est quelque chose qui me titillait depuis longtemps, parce que je me demandais comment on observait de cet observatoire. Ben, en tout cas, avec la lunette, on observait comme ça. Donc il faut s'imaginer, quand vous irez maintenant au lycée Ampère, alors évidemment, cette fenêtre a été bouchée depuis, donc elle n'existe plus, mais imaginez qu'il y a une fenêtre au sud, et de là sortait cette tige, parce que c'était très fin, hein, la raison pour laquelle les lunettes avaient une très petite ouverture, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas corriger les aberrations géométriques. Donc plus le diamètre était grand, plus les aberrations étaient grandes. Mais par contre, on voulait avoir une grande focale pour avoir un fort grandissement, un fort grossissement. Donc fort grossissement, longue lunette, peu d'aberrations, petit diamètre. Donc voilà, c'était des aiguilles, hein, les grandes lunettes à cette époque-là. Donc voilà, imaginez-vous, vous êtes au pied, vous êtes la nuit, et vous voyez sortir de la fenêtre ce grand tube. J'imagine que les passants qui se promenaient le soir au pied de l'observatoire devaient être assez curieux de voir cet instrument qui sortait de la fenêtre. Bien. Alors, autour de Béraud, parce qu'on constituait une nouvelle communauté, alors j'ai mis d'astronomes, mais c'est d'astronomes et de mathématiciens. Béraud est un newtonien convaincu. Donc lui, c'est vraiment, il est à la pointe de la science de son époque. Dans un écrit, un des manuscrits que j'ai trouvé, il parle des théories, des bouquins que Newton, que beaucoup citent et que peu ont lu. Parce que lui, il a lu. Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait lu Newton. Newton, c'était compliqué. Il est à l'académie et au collège, il y a aussi un autre professeur de mathématiques qui s'appelle Jean Dumas, qui est aussi un newtonien convaincu. À l'académie, il y a Jacques Maton de la Cour, qui est aussi un newtonien. Et on a aussi l'abbé Ignace Caillet, qui est aussi académicien, astronome, et qui a remplacé Villemot dans la tenue des almanachs astronomiques de la ville. Donc là, il y a vraiment un petit groupe encore de haut niveau, mais cette fois, contrairement aux prédécesseurs du XVIIe, ils ont un vrai outil avec l'observatoire. Donc on sait, quand on lit les observations de Béraud, qu'il observe parfois avec ses collègues et parfois avec ses élèves. Et donc parmi ses élèves, je vous en ai mentionné quelques-uns qui sont devenus très célèbres à l'époque. Donc Lalande, je vous dis, grand astronome français, directeur de l'Observatoire de Paris, directeur du Bureau des longitudes, enfin bref, le grand astronome. Jean-Étienne Montucla, un grand mathématicien qui a écrit une histoire des mathématiques qui est encore très utilisée, et Charles Bossu, qui était un hydrographe. Tous ces trois-là ont été des élèves de Béraud. Alors Béraud n'est pas seulement un membre de l'Observatoire, il communique beaucoup et collabore beaucoup avec l'extérieur. En 1751, il est nommé correspondant de l'Académie des sciences parisienne, et il va collaborer avec Lacaille, l'astronome Lacaille, qui va partir cette année-là en Afrique du Sud, avec pour deux missions principales. D'abord, cartographier le ciel austral, qui est très mal connu à l'époque, mais surtout de mesurer la distance de la Lune, de Vénus et de Mars en utilisant la méthode des parallaxes, c'est-à-dire en mesurant l'angle sous lequel on voit ces planètes par rapport aux étoiles lointaines, en 2 points éloignés de la Terre. Donc, il publie toutes les observations qu'il va faire pendant son séjour et il demande aux astronomes européens de mener les observations en même temps que lui. Et Béraud va activement participer à ça.
Et ces mesures vont être utilisées dans la détermination des distances de Vénus et Mars. Donc il participe au grand programme, on peut appeler ça les grands programmes de l'astronomie de l'époque. Malheureusement, on va encore arriver à un creux avec l'expulsion des jésuites. En 1763, Louis XV bannit les jésuites qui vont quitter l'observatoire en emportant tout leur matériel. Donc, ils emportent leurs instruments et vont être remplacés par les oratoriens, qui ont une autre congrégation qui a un couvent à Lyon. Et l'observatoire va être utilisé vraiment sporadiquement à partir de là. On a du mal à trouver qui dirige. Alors, on a Ponce-Joseph Bernard, qui est très très jeune, il a 18-20 ans à cette époque-là, mais semble-t-il, il en prend la direction pendant quelques temps. On ne sait pas exactement combien de temps, il est juste cité une ou deux fois. On sait que Guillaume Crozet, qui est un astronome newtonien de très haut niveau, est invité. Il est membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Il est invité en 1770 à venir observer. Il fait des observations très pointues. Et c'est lui qui aide le père Pierre Lefebvre, qui lui va devenir directeur. C'est lui, semble-t-il, qui forme Lefebvre à l'astronomie observationnelle. Parce que Lefebvre n'était pas observateur jusqu'ici. Alors Lefebvre est un observateur très peu prolifique. On a en 1778 une éclipse de soleil. On a une vue de la nébuleuse d'Orion, je vous montrerai, c'est pas brillant. On sait qu'il observe une éclipse de lune en collaboration avec un astronome allemand qui voyage beaucoup, qui s'appelle Frank Xaver von Zach, qui est un grand astronome de l'époque, qui observe chaque fois que là où il est et qu'il se passe quelque chose, il va observer. Et d'ailleurs, il va démontrer pour la première fois qu'il y a un désalignement de la méridienne à cette époque. Alors voilà la vue de la nébuleuse d'Orion, de gauche, c'est celle de Lefebvre. Et à droite, c'était une vue faite par un autre astronome, pas de Lyon, qui s'appelait Méran, qui est beaucoup plus réaliste dans la position des étoiles. Mais bon, vous voyez la forme de la nébuleuse, hein, il faisait ce qu'il pouvait, les pauvres, avec les instruments qu'il avait. Mais là, la position des étoiles vue par Lefebvre, elle me sidère, hein, parce que si on regarde, j'ai reconstitué la position qu'ils ont observée, ça ressemble plus à ce que fait Méran que ce que voyait Lefebvre. Donc la qualité d'observateur de Lefebvre n'est pas démontrée. Bien, alors tout ça, ça montre une certaine vie végétative de l'astronomie à l'observatoire sous les oratoriens, mais arrive l'événement catastrophique, c'est la Révolution. La Révolution, il se trouve que Lefebvre quitte l'observatoire juste avant la Révolution. En 1789, il prend sa retraite. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'en 1793, la Révolution a beaucoup évolué. Lyon est considérée comme ennemie de la Révolution. Elle va être assiégée et bombardée. Et l'observatoire va être extrêmement lourdement frappé. Les toits vont être défoncés, les fenêtres brisées. On a des trous de boulets dans les murs. J'ai vu une description faite par von Zach qui revient en 1811 à Lyon, en 1810, pour faire son but, c'est quand il revient en 1810, c'est de retrouver, à partir de mesures qu'il fait à Lyon, de retrouver où observait Gabriel Mouton, parce qu'il veut réutiliser les observations de Mouton qui étaient très bonnes à son temps. Et donc, il fait toute une triangulation de Lyon et il se place à l'observatoire comme son poste d'observation. Et il décrit donc que les escaliers sont complètement détruits, l'eau passe à travers donc tout est détruit. L'observatoire est en ruine. Et il va rester dans cet état jusqu'en 1817. Alors là, c'est une petite vue du bombardement fait par le Nord, donc les bombardements qui ont dû toucher l'observatoire. Hein, c'est fait par les remparts qu'on voit, c'est les remparts de la Croix-Rousse, hein, qui sont maintenant, qui correspondent à peu près au boulevard de la Croix-Rousse actuel, qui bombardent du Nord la ville. Alors, au XIXe siècle, il va y avoir des essais pour réveiller l'astronomie et l'observatoire, mais voués à l'échec parce que plein de raisons, l'observatoire est mal placé, il n'y a pas forcément les crédits. Donc en 1817, François Clerc, qui est un ami d'André-Marie Ampère, est nommé directeur de l'observatoire. Il va faire acheter de nouveaux instruments, mais l'observatoire reste vétuste, donc très difficile à utiliser. Il a acheté en 1821 une lunette qu'on a encore à l'observatoire, mais ces instruments sont très peu utilisés, donc pratiquement aucune production scientifique. Il part à la retraite en 1841
où il est remplacé par Auguste Bravet. Donc Auguste Bravet, c'est un physicien surtout, qui s'intéresse à l'astronomie, qui va rester que 4 ans. C'est les successeurs de Clerc. Dès qu'ils vont avoir l'occasion, ils repartiront sur Paris, ou pour l'école polytechnique, ou pour l'école normale sup. Bref, c'est pas une sinécure d'être à l'Observatoire de Lyon à cette époque-là. Donc Bravet, ceux qui ont fait de la physique le connaissent pour la cristallographie. Il a laissé son nom à un système de cristaux. Alors lui, il fait aussi quelques mesures. Ses écrits sont intéressants parce qu'il a mesuré la hauteur de chacun des étages de l'observatoire. Donc ça nous a permis de remonter, de reconstruire l'observatoire tel qu'il était à l'origine. Il a un successeur qui s'appelle Charles Briot, qui est aussi parisien, dont on a une image, on a un buste à l'observatoire. Alors c'est probablement pas lui qui a fait installer ce buste. Il se trouve que Charles Briot est le grand-père de Jean Mascart, qui deviendra le deuxième directeur de l'observatoire de Saint-Genis-Laval. Donc c'est probablement Mascart qui a fait venir ce buste de Briot. Bref. Emmanuel, oui. Est-ce que tu peux couper les micros des gens parce qu'il y a quelqu'un qui diffuse de la musique là et moi, je ne peux pas les couper moi, je ne sais pas comment faire. Il faudrait qu'ils les coupent eux. Ok, bon. Ceux qui ont de la musique peuvent couper leur micro, s'il vous plaît. Ah, ça y est, ça a l'air d'être fini. Okay. Merci. Bien. Donc j'arrive à 1848, Charles Briot s'en va lui aussi, il monte à Paris. On a de 1848 à 1863 Jean-Frédéric Freinet qui fait essentiellement de la météorologie. Mais d'ailleurs, Bravet et Briot ont aussi fait de la météorologie. On ne peut plus faire que de la météorologie. L'observatoire est vétuste, mais en plus, il est très mal situé. Vous imaginez bien qu'un observatoire sur les quais d'un fleuve, c'est pas un bon endroit pour faire de l'astronomie. Il y a souvent des brouillards. L'observatoire lui-même bouge. On cherche à faire des mesures d'une précision qui ne supportent plus les mouvements eux-mêmes, les vibrations des observatoires. Un observatoire au XIXe siècle ne se construit plus du tout avec cette architecture. Donc l'observatoire va finalement être abandonné. En 1863, on construit une nouvelle aile au Palais de Saint-Pierre pour héberger la faculté des sciences et tous les instruments de l'observatoire y sont déplacés. Il ne va pas s'y faire grand-chose de plus. Hein. C'est pas beaucoup mieux placé. Il se fait essentiellement de la météorologie. Et du coup, ces locaux sont abandonnés. L'administration du lycée ne sait qu'en faire. Là encore, dans les archives, on voit que le bibliothécaire demande les locaux, puis d'autres personnes demandent les locaux. Finalement, ils vont être prêtés à des peintres comme atelier. C'est assez amusant, ça fait un petit clin d'œil à l'utilisation actuelle de l'observatoire, qui maintenant est la salle des arts plastiques du lycée Ampère. Et elle va être prêtée à des peintres qui vont en faire leur atelier. Donc on a Jean-François Montessuie et Michel Revol, qui sont des peintres lyonnais. J'ai trouvé des tableaux de Montessuie, qui était un peintre lyonnais qui avait sa petite renommée. Et donc il a crêché pendant quelques années à l'observatoire. Et la fin va être frappée, la fin définitive. Donc en 1867, le doyen de la faculté des sciences demande la création d'un nouvel observatoire. On est conscient que ni l'ancien observatoire de la Trinité, ni le nouveau au Palais Saint-Pierre ne conviennent à l'astronomie moderne. Donc il faut faire un nouvel observatoire. Ce qui va déclencher la création du nouvel observatoire à Saint-Genis-Laval, ça va être la défaite contre les Prussiens au moment de la guerre franco-prussienne, qui va lancer un grand mouvement de décentralisation de la science française, dont l'astronomie. Et en 1878, un décret va créer les observatoires de Lyon, Besançon et Bordeaux. Et de 1880 à 1887, le nouvel observatoire va être construit. Alors, pour tout ce qui est scientifique, ça va être supervisé par Charles André, le directeur et le fondateur. Mais pour tout ce qui est architectural, c'est Abraham Hirsch, qui est l'architecte en chef de la ville de Lyon, qui mène les travaux. Et il se trouve que, exactement au même moment, de 1880 à 1882, Abraham Hirsch va mener les travaux d'abaissement de l'observatoire de la Trinité. Donc pendant que naît le nouvel observatoire, l'ancien est abaissé d'un étage et demi. Donc, ça marque
la fin de l'Observatoire de la Trinité. Si vous voulez plus de détails, tout ça est décrit dans un long chapitre de cet ouvrage. Alors j'ai mis disponible dans les bonnes librairies, je ne sais pas si c'est dans la bonne librairie, mais en tout cas je l'ai vu à la FNAC. Et voilà. Vous êtes tous morts? Non. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, merci. Merci si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Intéressant. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Merci beaucoup. Une question. Le palais Saint-Pierre correspond à quoi? Le palais Saint-Pierre. Le palais Saint-Pierre, c'est le musée des Beaux-Arts actuel. Ok, d'accord. À l'époque, c'était vraiment le couteau suisse de la science lyonnaise. Hein. C'est là qu'a été fondée la Martinière, c'est là qu'a été installée l'Académie des sciences Bellotréard, c'est là qu'a été placé l'Observatoire pendant quelques temps, c'est là qu'ont été mises les facultés des sciences dans un premier temps. Donc, le cœur scientifique battait là pendant quelques temps. Ok, merci. Il y a une gestion des questions ou j'ai une question, moi? Bon, on va dire que c'est Bernard qui gère les questions. Allez, Bernard Chevalier, c'est toi. Merci. Je ne sais pas qui veut poser une question, mais vas-y. Hein. Ok, moi j'avais une question sur. Tu parlais d'observation au soleil au XVIIe siècle ou XVIIIe, ouais. XVIIe peut-être. Et donc, comment tu faisais des observations du soleil à cette époque? Surtout pour les taches solaires et tout ça? On n'observait pas les taches solaires. Si Galilée, par exemple, a observé les taches solaires, ça a été un des premiers. On projetait avec une lunette au XVIIe siècle, on projetait l'image du soleil avec une lunette. Quand on voulait étudier les taches solaires. Mais il y avait plein d'autres choses à faire avec le soleil. Par exemple, Gabriel Mouton a été le premier à mesurer le diamètre apparent du soleil au cours de l'année. Donc, il a montré que le diamètre changeait. Et il n'a pas été le premier à faire les mesures, mais il a été le premier à donner des valeurs qui sont celles qu'on admet aujourd'hui. Il utilisait en fait une lunette. Pareil, il projetait au sol et il fallait qu'il ait une horloge. Alors, le plus difficile à l'époque, c'était l'horloge, parce que les horloges précises, l'horloge à pendule, elle est inventée par Huygens à la fin du XVIIe siècle. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il avait une horloge de pas très bonne qualité et il la réglait sur le temps solaire. Il regardait combien de temps le soleil mettait à passer d'un moment à l'autre sur une certaine gamme de temps. Donc, il calibrait son horloge. Et puis après, son pendule, pardon, ce n'était pas une horloge, c'était un pendule. Il savait que le pendule était au petit mouvement, était isochrone. Donc, il comptait le nombre de battements de pendule et il calibrait combien de temps correspondait tant de battements de pendule. Et après, quand il voulait mesurer le diamètre apparent, il se mettait à un moment donné de la journée, vers midi. Il regardait où était le soleil à un moment donné par rapport à un repère au sol. Et il regardait combien de temps le soleil mettait pour traverser. Et pour ça, il comptait les battements de pendule. Donc, pour compter les battements de pendule, il comptait sur ses doigts. D'abord, il comptait 1, 2, 3. C'est un petit pendule, hein, pour être le plus précis possible. Donc, il comptait à voix haute de 1 à 10. Tous les 10, il comptait un doigt. Et tous les 100, il jetait un caillou dans un seau. Et à la fin, il comptait le nombre de doigts, le nombre de cailloux, etc. Ça lui donnait la taille la dimension du soleil. Et là, il a une mesure qui est absolument remarquable de précision. Une mesure qui a, j'ai reproduit par rapport à ce que prédit la mécanique céleste par rapport à un logiciel au moment où il a observé, il est à 7 secondes d'arc. Ok. Voilà. Petite question. Ouais. J'ai débuté un peu de temps, enfin. Et ça correspond à quoi, 7 secondes d'arc? Alors, une seconde d'arc, c'est des angles, en fait. 1 degré. Il faut bien réaliser que quand on fait de l'astronomie de position, tout ce à quoi on a accès en regardant le ciel, c'est des angles. C'est l'angle que fait la distance angulaire entre une planète et une étoile, la distance angulaire entre 2 étoiles, la taille angulaire que fait le Soleil ou la Lune, par exemple. C'est l'angle sous lequel on voit des choses dans le ciel. Donc, tout ce qu'on fait dans l'astronomie jusqu'au milieu du 19e siècle, c'est de mesurer des angles. Et la mesure d'angle, évidemment, la mesure première, celle qu'on connaît, c'est le degré. Donc, c'est le cercle coupé en 360. Ouais. Une minute d'arc, vous prenez le degré, vous le coupez en 60. Ouais. Une seconde d'arc, vous prenez la minute, vous la coupez encore en 60. Grosso modo,
Une seconde d'arc, c'est l'angle sous lequel on voit une pièce d'1 euro à 5 km. Ok, C'est un merci. petit angle. Si je peux me permettre, c'est Hubert. Actuellement, on a Mars dans le ciel. Mars fait 15 secondes d'arc de diamètre. Donc, 7 secondes d'arc, c'est la moitié, quoi, en gros. Ouais. C'est un petit angle. Ouais, c'est un petit angle. Je ne sais pas, il y avait une question dans le chat sur les éléments d'optique dans les lunettes. D'où ça venait. Non, je peux te dire, c'est monsieur ou madame Framo. Il y avait les éléments d'optique dans les lunettes, j'imagine. C'est-on qui fabriquait ces éléments, lentilles? Est-ce que c'était sur eux? Alors, c'était eux qui fabriquaient. C'est-à-dire que dans l'observatoire, il y avait un atelier de polissage de lentilles. Tous les astronomes de l'observatoire polissaient leurs lentilles. Je sais que Mietchal a échangé, j'ai trouvé une correspondance entre Mietchal, donc un des 4 jeunes du XVIIe siècle dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec Huygens, qui taillait aussi les lentilles. À l'époque, c'était vraiment un des sujets clés, parce que quand on dit la lunette n'a pas été inventée par Galilée, peut-être qu'elle n'a pas été inventée par Galilée, mais elle a été améliorée par Galilée. Elle a été l'invention de la lunette par les Hollandais qui la vendaient sur les marchés pour observer, parce que c'était rigolo. Ce n'était pas des optiques de très haut vol. Petit à petit, les physiciens se sont mis à travailler sur le polissage des lentilles. Et là, c'est devenu vraiment une des parties clés de la construction des instruments astronomiques. Et c'était eux-mêmes qui construisaient, qui polissaient leurs lentilles. Et ils n'en profitaient pas pour en vendre des copies et se faire de l'argent? Pas que je sache. Pas que je sache. Il n'y avait pas de fonds propres. C'était des jésuites en même temps. Hein. Ils n'étaient pas là pour faire de l'argent. Ils vendent, je suppose que les inscriptions au collège étaient assez chères aussi. Donc, je ne sais pas. On a une idée du diamètre auquel on a une idée du diamètre auquel ils arrivaient sur les lentilles? Comme je disais tout à l'heure, à cette époque-là, en tout cas au XVIIe siècle, ils polissaient des lentilles de 5 cm. Parce que au-dessus, même s'ils les polissaient bien, ils avaient de l'aberration sphérique qui apparaissait et c'était plus observable. Après, au XVIIIe siècle, ils ont poli des lentilles de 10-15 cm. Mais quand on regarde le plus grand instrument, le premier grand télescope, la première grande lunette de Wilhelm Struve, qui était un des grands astronomes allemands, russo-allemands, du début du 19e siècle et de la première moitié, c'était en 1830 et quelques, et elle faisait 15 cm. Et c'était un doublet achromatique. Mais à l'époque, on ne savait pas polir des très grandes lunettes. Puis surtout, au XVIIe siècle, on n'avait pas encore les lentilles achromatiques. Et les premiers télescopes, vraiment télescopes réflectifs, ils sont apparus quand? C'est Newton. C'est Newton le premier. Mais les premiers vrais grands utilisés pour l'astronomie de façon sérieuse, c'est Herschel. C'est Herschel. Non, mais je voulais dire même à Lyon, en fait. Ah non, à Lyon, des premiers télescopes, j'ai pas connaissance d'observation avec des télescopes. Mais c'était pas très intéressant. Hein. Les télescopes, à l'époque, je te dis, quand Struve a construit sa lunette de 15 cm, il a construit une lunette et pas un télescope comme Herschel en avait, parce que Herschel, il avait des télescopes qui mesuraient jusqu'à 2 mètres, mais la qualité optique était bien moins bonne, la qualité de surface était bien moins bonne que ce qu'il obtenait avec ses lentilles. Donc ça a été gentil pendant un temps, mais le télescope n'a vraiment pris le dessus sur les lunettes que quand on a été capable de polir le verre et de l'alluminer, enfin de l'argenter, et surtout de le tester. C'est vraiment les avancées de Foucault, ça. Et c'est la deuxième partie du XIXe siècle. Okay.
vu qu'il n'y a pas d'autres questions, mais je vais revenir sur mes secondes d'arc. Oui. Comment on calcule depuis la Terre? Parce que de dire que ça fait tant de secondes d'arc, mais c'est par rapport à quoi? Pour la distance? Non, je sais pas, quand on dit que ça fait 7 secondes d'arc, oui. On se base sur quoi? Ah bon, on se base juste sur un instrument de visée. Hein. Là, c'est juste un rapporteur, hein, grosso modo, un instrument de visée à l'époque, et puis pendant longtemps, c'était un rapporteur avec une lunette. On regarde, par exemple, on regarde Mars, on a un réticule dans l'oculaire, on se met à un bout de Mars hein, sur un côté, on lit sur le rapporteur et on descend, et on lit sur le rapporteur et on voit. Ah, d'accord. C'est vraiment les instruments, les angles, pour le coup, c'est vraiment le truc qui est mesurable directement. Après, les distances, ça repose sur des hypothèses et des calculs. Mais l'angle, c'est la donnée qui nous sort tout cuit. Enfin, tout cuit. Ok. Merci beaucoup. Maintenant, juste pour vous donner une idée, l'astrométrie d'aujourd'hui, elle atteint pour certaines étoiles le 100 millième jusqu'au millionième de seconde d'arc. Donc, comme je vous disais qu'une seconde d'arc, c'est une pièce de 1 euro à 5 km. Un millionième de seconde d'arc, c'est une pièce d'1 euro à 5 millions de kilomètres. C'est ça maintenant qu'on est capable de mesurer comme distance angulaire, mais dans l'espace. Donc pour ça, on vise un côté de l'étoile et on vise l'autre côté et on regarde la différence entre les deux. C'est ça. Ah, ok. Ah, je ne pensais pas que c'était comme ça. Merci beaucoup. Bonsoir, si je peux poser une petite question. Mais bien sûr, tout le monde est bienvenu. Bonjour à tous, c'est Sophie et Pierre du CALA. On a une petite question concernant la mesure de la latitude en fait, par Gabriel Mouton en 1658 qui établit la bonne latitude à Lyon. Ça sous-entend surtout que du coup l'horloge de la cathédrale Saint-Jean a été fausse pendant très longtemps. Oui. Ah oui, les horloges, pas seulement l'horloge de la cathédrale Saint-Jean. Mouton était un expert des horloges. D'ailleurs, on lui demandait de vérifier les latitudes, les horloges de la ville, et notamment l'hôtel de ville qui venait d'être construit, c'était doté d'une horloge, et c'est lui qui était chargé de contrôler l'horloge. Mais effectivement, l'horloge de la cathédrale a probablement été fausse. J'ai pas de précision sur. J'ai pas encore étudié un jour ou l'autre. Je m'y mettrai, mais je crois que beaucoup de travaux ont été faits. Donc je suis pas sûr que ce soit un terrain très propice à faire des découvertes intéressantes. D'accord. Okay. Mais bon, effectivement, Mouton donc, a revu la latitude. Alors, la technique la plus fiable, il utilise plusieurs dans son ouvrage, la technique la plus fiable à l'époque pour mesurer la latitude, c'est de mesurer les culminations supérieures et inférieures de l'étoile polaire. Parce qu'on sait que l'étoile polaire n'est pas exactement au pôle, elle est à un petit angle par rapport au pôle. Mais ce qu'on fait, c'est que si on regarde la culmination supérieure, c'est-à-dire le moment où l'étoile passe au méridien au-dessus du pôle, on regarde à quelle hauteur elle est. On regarde 12 heures après, quand elle est au méridien en dessous du pôle. Et la moyenne de ces deux angles vous donne la hauteur de l'étoile polaire et donc la latitude. C'est vite dit. En fait, c'est assez compliqué à faire comme mesure. Et c'est ça qu'a utilisé Mouton. Et ce qui est intéressant, c'est que Mouton, il publie toutes ces données brutes. C'est-à-dire qu'il donne vraiment, j'ai observé tant, et après, il fait son analyse. Donc, du coup, on peut comparer avec ce qu'il aurait dû observer et essayer de déterminer là où il observait et de déterminer la qualité des observations. Et ça a été super instructif, et ça, c'est ce que je traite dans un papier actuel sur Mouton et Regnault. D'accord. Merci beaucoup. Et en termes de calcul, tous les calculs étaient faits par lui-même ou oui. Mouton était un super calculateur. Mouton, non seulement était un bon calculateur, mais en plus, il a eu l'intuition, et c'est son ami Regnault qui l'a formalisé,
de la toute première interpolation polynomiale. Ce n'était pas appelé comme ça à l'époque. Quand tu vois le formalisme du bouquin, il faut déjà tordre les méninges pour arriver à comprendre ce qu'il fait, et tu vois que finalement, c'est de l'interpolation polynomiale. Le premier qui a fait une interpolation polynomiale, donc qui permet d'accélérer les calculs, parce que du coup, il calcule que pour certains points, toutes ces tables qu'il fait, tous ces calculs, il construit des tables, au lieu de calculer c'est des tables de logarithmes, hein, au lieu de calculer tous les logs les uns après les autres, eh ben, il en calcule quelques-uns et il fait l'interpolation entre les deux. Donc il a produit des tables qui ont été utilisées partout parce qu'il a été capable de pondre cette méthode d'interpolation. Je te montrerai à l'occasion, c'est vraiment fun. Et il se trouve que cette méthode d'interpolation qui a fini par formaliser Regnault, Leibniz a cru qu'il en était l'inventeur et il a dû reconnaître que non, c'était Regnault qui avait la primauté. Et dans tous les travaux d'interpolation qui ont suivi, que ce soit Lagrange, que ce soit Leibniz, que ce soit Newton, ils citent tous Mouton et Regnault. Donc, je dis, c'était pas des brels. Donc, il faisait de l'optique, il faisait des calculs, donc effectivement, forcément, ça ne laissait pas beaucoup de temps pour les observations. Non, effectivement. Bon, cela dit, il était curé, hein, Mouton. Il n'avait pas grand-chose à foutre. Ah si, il a fait quand même les offices, j'imagine. Donc. Oui, non, si, en vrai, il avait des offices. C'est pour rire. La nuit, il n'en avait pas trop. Bon, mais s'il n'y a pas d'autres questions, Emmanuel, on va vraiment te remercier. C'était vraiment très intéressant. Eh ben, c'est moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Passionnant. Merci beaucoup. Bon, et puis dans 3 ans, puisque tu viens tous les 3 ans maintenant. Ça, oui. Peut-être en présentiel à cette époque. Ah ben j'espère.